Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Verne, je suis directeur d'exploitation au Château Margaux. Bonjour, Aurélien Schlinger, donc je suis chef de culture pour un vignoble sur l'AOC Chinon en Val-de-Loire. Et donc moi, je suis le responsable du service études et climatologie de Météo France pour la région sud-ouest. D'accord. Bon, donc, ce qui, je souhaitais présenter comme pour lancer la discussion, c'est vous opérez tous à des niveaux différents de précision. Tu es sur des niveaux du pas kilométrique, euh, tu es au niveau de l'exploitation, toi tu es au niveau d'un regroupement, et puis Laure est vraiment à un niveau quasiment à l'échelle de la plante. Comment vous arrivez à coordonner des réponses pratiques en fonction de l'échelle? Peut-être, Aurélien, tu pourrais commencer en expliquant comment vous êtes venu à cette idée de vous fédérer. Oui, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que je suis depuis peu administrateur d'une CUMA dont l'objectif est la protection contre le gel. Alors la CUMA a été créée il y a 20 ans, il y a eu une dizaine d'éoliennes installées. Cette année, on en installe 38 de plus. Le constat, c'est qu'une éolienne, ça protège entre 5 et 7 hectares. Le parcellaire viticole est relativement morcelé, donc il était nécessaire de fédérer les vignerons entre eux pour arriver à mettre des moyens de lutte efficaces. Voilà. Et avec des coûts acceptables. Parce qu'une éolienne prévue pour 5 hectares ramenée sur 1,5 hectare, c'est peu pertinent. Ça répond à la question. Oui, oui, mais donc alors en pratique, comment vous décidez de la mise en intervention de ces éoliennes? Comment vous coordonnez la réponse? Alors les éoliennes en général sont avec des démarrages automatiques qui sont paramétrés à moins 1,5 degré en température sèche, sachant qu'on travaille plus souvent en température humide. Donc en plus des démarrages automatiques, on a positionné des capteurs de température humide dans les vignes qui font des alertes, qui nous téléphonent en fait sur les portables la nuit. Systématiquement, dès que la température baisse, les systèmes se mettent en route, même si c'est pour peu de temps. Voilà. Vu que le système est installé, il n'y a pas d'hésitation tant qu'à la faire fonctionner. Cette année, on a eu des nuits de gel très longues et très froides. Les systèmes se sont mis en route vers 22h30 pour s'éteindre à 9h30 le matin. Des températures qui sont descendues comme chez vous jusqu'à moins 5, moins 6 degrés. On peut renforcer l'efficacité des éoliennes par la mise en place de bougies anti-gel, donc de gros volumes qui font environ 80 litres. Donc ça, c'est un déclenchement manuel. Dès qu'on voit que la température descend sous les moins 2,5 en température humide, on allume les bougies, ce qui permet de gagner, en fonction de la densité, on gagne 1 degré, 1,5 degré de plus par rapport à l'efficacité. Peut-être que maintenant, on pourrait passer à ton niveau d'échelle. Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez mis en œuvre le système d'aspersion, le système de contrôle? Oui, d'abord, peut-être préciser. Donc, je crois que j'étais invité parce qu'on est dans le Médoc, on est des propriétaires des systèmes d'aspersion. Imaginez que sur une douzaine d'hectares, un îlot de 12 hectares de Sauvignon blanc, tous les 6 rangs, nous avons une série de espèces de pipeline comme ça, avec des sprinklers qui permettent de diffuser de l'eau quand les conditions de gel arrivent. Donc en fait, c'est un système qui était mis en place à Margaux en 1983. C'est un système qui était décidé à l'époque pour plusieurs raisons. D'abord, ce type de système, il faut nécessairement la présence d'eau à proximité. Donc nous, il se trouve que ce sont des parcelles qui sont entourées par 2 gravières artificielles, donc pleines d'eau. Donc de fait, on a suffisamment d'eau disponible pour déclencher les sprinklers quand on le souhaite. Ensuite, donc c'était une zone qui évidemment était très gélive. On a fait d'ailleurs une étude ensemble, je crois, il y a quelques années. Et ensuite derrière, donc je crois que monsieur a rappelé tout à l'heure le principe d'aspersion et l'effet que ça peut avoir sur les vignes. Donc nous, le système de déclenchement est assez simple en fait. On a une série de capteurs de température sur cet îlot de 12 hectares. Et on a différents seuils d'alerte en fonction du stade physiologique de la vigne. Et de temps en temps, on a la chance d'être appelé à minuit, à 2h, à 3h du matin pour se rendre sur la parcelle, regarder un petit peu quelle est l'évolution des températures. Et en fonction de l'évolution de la température,
du stade physiologique évidemment, on décide de déclencher ce système-là. Alors ça a évidemment des avantages importants. Le premier avantage, c'est que ça permet d'abord de trouver une récolte. Cette année, on a dû déclencher le système 5 fois. La nuit la plus violente a probablement été celle du 27. On a dû déclencher le système à partir de minuit, en fait. Ça a quelques inconvénients. D'abord, la nécessité d'avoir une équipe technique qui soit dévouée pour se lever suffisamment régulièrement. La deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la présence d'eau disponible pas très loin. Ça a une contrainte aussi pour la vigne, c'est que mine de rien, on envoie de l'eau sur ces parcelles-là. Alors, on a deux systèmes, un système donc, de 83, je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis un système un peu plus récent qu'on a mis en place en 2009, je crois. Donc, le système le plus ancien, imaginez qu'on envoie l'équivalent de 4 mm par heure de pluie. Donc, quand on déclenche 5 fois une année, parfois cette année à partir de minuit jusqu'à 8 h du matin, imaginez que ce sont des orages, des pluies supplémentaires sur ces parcelles-là, donc c'est probablement pas anodin sur la physiologie, mais quand on a d'un côté le choix entre ça et de l'autre côté le choix de perdre une récolte, on n'hésite pas beaucoup en fait. Et puis on a un système donc un peu plus récent qui est dit de micro-aspersion, qui envoie des particules un peu plus fines, et qui lui nous permet de tomber à l'équivalent de 2 mm en fait, par heure et par hectare. Donc c'est un système qui... donc je sais qu'il y a plusieurs stratégies. J'ai vu des collègues tout à l'heure de Margot là dans la salle. Certains décident de mettre des chaufferettes, certains décident d'avoir des espèces d'engins qui envoient de la chaleur chaude en tournant dans les parcelles. Là, on a le plaisir de se croiser le matin à 5 h dans les vignes. Bon, chacun choisit sa stratégie. Nous, en fait, on avait choisi ça parce que cette zone-là était vraiment très gélive, en fait. Et ce système avait été prouvé sur des fruitiers donc bien avant sur nos vignobles, et on avait démontré que jusqu'à moins 8 degrés, on était efficace. En fait. Donc du coup, finalement, à l'époque, dans les années 80, ça arrivait probablement quelquefois, enfin peut-être un peu plus que maintenant, je le dirai tout à l'heure. Et dans tous les cas, on voulait être capable de se parer à ce type d'intervention. D'accord. Donc, pour le gel et pour la lutte contre aspersion. Voilà. Cette année, on a eu un autre épisode, donc il faut évidemment nécessairement avoir les installations sur ces parcelles-là. Cette année, on a eu une autre expérience sur des parcelles qui étaient un peu plus éloignées, qui gèlent avec des périodes de retour une fois tous les 30 ans. La dernière était 91, on avait souffert aussi, évidemment. Et cette fois-ci, donc la nuit du 27 avril, pour tout vous dire, on ne l'a pas vu venir, celle-là, en fait. Voilà. Donc on a eu des dégâts ça représente quelques hectares seulement, enfin 2 ou 3 hectares, mais bon, c'est toujours embêtant. Et du coup, la deuxième, parce que quelque part on sentait probablement un peu impuissant, et puis on se disait que si on pouvait sauver quelques raisins, mais c'était toujours ça, donc on a fait venir quelques hélicoptères. Et qui est un système qui lui permet de lutter jusqu'à des températures qui sont moins importantes en fait, jusqu'à moins 2, moins 3 degrés seulement. Et dans tous les cas, c'est suffisant pour monter de moins 3 à 1 degré en un espace de temps très court. Et ça s'avère être un système qui est aussi efficace dans ce type de situation-là. Voilà. Alors, donc peut-être, c'est intéressant parce que ça amène la question des seuils de déclenchement. Donc, dans ma tête, il y a vraiment deux manières d'envisager le point qui va déclencher une action corrective. Il faut d'abord définir la température physique. Et en rebondissant sur ce qu'a présenté Guillaume, c'est vraiment plutôt la température des tissus. Donc, selon la susceptibilité des tissus à atteindre des températures qui vont être dommageables, on peut peut-être affiner par cépage ou par site la température seuil. Donc ça, j'aimerais vous poser la question à vous tous. Comment vous envisagez la définition de ces seuils? Et la deuxième question, peut-être plus applicable dans ton cas, Sébastien, est-ce que vous prenez en considération l'hétérogénéité du frongélif, puisqu'il s'avance à des vitesses plus ou moins rapides, selon des formes plus ou moins complexes, pour décider si oui ou non on va sacrifier 10% du vignoble en laissant le gel s'installer, ou bien s'il y a une forme ou un niveau d'avancement du frongélif qui va nécessiter de prendre une action. C'est ces deux questions, mais... Okay. On peut commencer par la deuxième. Voilà, oui. Alors la réponse est oui. Il se trouve que sur ces 12 hectares, on a évidemment quelques hétérogénéités en termes de qualité de raisin, et que la partie la plus gélive est celle qui se trouve être la moins qualitative. Voilà. Donc du coup, on a dû parfois faire le sacrifice de perdre quelques raisins
moins qualitatif pour éviter qu'il y ait un bed de l'eau qui soit qui tombe sur des parcelles qui soient le plus qualitatives. Voilà. Et la première question était La définition des seuils. C'est des déclenchements. Alors là, pour le coup, on a fait travailler les universitaires et nos pairs. En fonction du stade physiologique, on a des indices, des points théoriques pour mesurer la température dans les tissus. Alors, à l'époque, on avait même mis en place. Alors, à l'époque, c'était il y a 30 ans. Donc, on avait mis quelques petites sondes dans les bourgeons pour savoir quelle était la température des bourgeons. On s'était rendu compte qu'en fait, ça correspondait assez bien à une température dite humide. Donc, du coup, nos 3 stations de prise de température sur le vignoble prennent à la fois la température sèche et à la fois la température humide. Et en fonction d'une différence de température entre ces deux températures sèches et humides, on a des abacs de déclenchement simplement qui nous permettent de dire on appuie sur le bouton ou qu'on appuie pas. D'accord. Peut-être que tu peux rebondir, Aurélien, sur température humide. Oui, grossièrement, il y a 1,5 degré de moins en température humide par rapport à la température sèche. Donc un moins et demi sec correspond à 0 humide, à peu près. Peut-être pour clarifier, tu peux expliquer comment tu mesures la température humide au cas où. Ce sont des sondes qui sont paramétrées, qui prennent en compte l'hygrométrie et la température et qui sont paramétrées pour arriver à faire la synthèse des deux. C'est pour ça qu'elles sont rarement intégrées au système de démarrage automatique. Et c'est des sondes qu'on s'équipe en parallèle. Donc voilà, nous on déclenche à 0 humide systématiquement. On préfère démarrer plus tôt qu'un peu trop tard, sachant que le système éolien fonctionne par inertie. Mais on a observé que même sur des gelées noires, des masses d'air froid qui arrivent très tôt dans la nuit, on a quand même un effet. Le fait de brasser l'air, de ne pas laisser le froid s'installer, a un effet. Moi j'ai vu des feuilles prendre en glace dans la nuit et le lendemain avoir des bourgeons intacts. Alors sur le coup, on n'y croit pas, mais quand le matin on fait le tour du vignoble, on se rend compte qu'il y a quand même une efficacité. Au lieu de protéger 5 hectares théoriques, on va peut-être descendre à 3 hectares, mais l'efficacité est quand même là. Voilà, après, comme dit, perdu pour perdu, on préfère laisser les systèmes en marche. Alors l'éolien est un système fixe, on n'a pas les mêmes choix que sur la ressource en eau. C'est-à-dire que le système est là, donc on le met en route. Et on ne sacrifie pas une zone du vignoble pour une autre. À une échelle macro, Didier, est-ce que tu vois un avantage à suivre les températures humides plus que les températures... Est-ce que c'est déjà possible et Disons qu'on a des sondes d'humidité aussi, mais nous, notre rôle, c'est, quand on fait de la prévision, on travaille sur des températures sous abri. On est quand même notre but, c'est quand même plutôt l'atmosphère et l'interaction entre ce qui est atmosphérique et ensuite le trait local et la surface d'une plante. C'est vrai que là, c'est déjà plus tout à fait dans notre mission en fait. Nous, en fait, notre utilité, elle peut surtout être déjà de faire de l'alerte préventive 24 heures avant. Dire attention, sous abri, on risque d'avoir déjà de la gelée, et à partir de là, ça peut déjà commencer avec la puce à l'oreille, donc le viticulteur en disant tiens, peut-être qu'il faut que je me prépare à mettre en astreinte peut-être un système, préparer mes équipes. Voilà, notre rôle il est essentiellement là. Après, c'est vrai qu'on peut aussi adapter nos produits de prévision à un besoin très spécifique. À ce moment-là, il y a un dialogue entre l'utilisateur et nous pour définir en fait à partir de quel seuil lui il agit, et de manière à ce qu'on voit si on est capable d'atteindre cette précision de prévision pour ce seuil-là. À ce moment-là, on fait un produit spécifique pour l'utilisateur, et ça c'est aussi possible. Il y a à la fois la prévision un peu plus généraliste, et puis on peut adapter un petit peu, mais là il faut vraiment un dialogue important avec l'utilisateur, parce que chaque utilisateur a son propre sensibilité, et il faut qu'on s'adapte à cette sensibilité. Et Laure, si on redescend à l'échelle de la plante, est-ce que tu aurais des éclairages par rapport à la position du capteur ou au niveau de seuil? Alors moi, je ne suis pas spécialiste. On n'a pas installé les réseaux pour le gel à la base, mais en tous les cas, je pense que nos études
avec les capteurs que l'on a positionnés à l'intérieur de la vigne sont intéressantes parce qu'elles permettent de mieux caractériser la variation de température que l'on peut avoir sur une exploitation et peut-être de mieux positionner des sondes qui pourront permettre le déclenchement d'outils comme l'aspersion ou comme les éoliennes. J'avais d'ailleurs une question sur les éoliennes. Combien de capteurs de température est-ce que vous avez pour vous permettre de déclencher les éoliennes? Alors, il y a une sonde par température pour le démarrage du moteur et du système de ventilation. Après, le maillage en sonde humide dépend de la volonté. Alors, quand c'est des systèmes privés, de la volonté des vignerons, ou alors en collectif, on va définir des îlots là où les températures peuvent être un peu différentes, des fonds de vallée, des parcelles qui sont peut-être moins à l'abri d'arbres, qui sont peut-être donc plus sensibles. On part toujours sur le secteur le plus sensible pour définir la stratégie, par exemple dans le cas de l'allumage des bougies complémentaires. D'accord. Y a-t-il des questions dans l'auditoire? Ouais, moi j'en ai une en fait. Ouais. Sur l'étude que tu as montrée tout à l'heure, là, quand a été fait le labour en fait? Parce qu'en fait on entend dire beaucoup que justement le fait de travailler les sols quelques semaines avant les gels peut avoir un effet plus que négatif. Enfin, je sais que nous on fait très attention à ça, mais je ne sais pas à quel point c'était quantifié. Dans notre étude, les sols n'avaient pas été labourés récemment, donc il y avait pas. C'était un sol travaillé, mais pas dans les semaines juste avant le gel, donc je ne pense pas qu'il y ait eu d'impact. Mais par contre, effectivement, il y a des études qui montrent que les sols travaillés ont une moins bonne conduction thermique et donc réchauffent moins les premières couches atmosphériques au-dessus du sol. Et donc, du coup, il y a bien un effet. Enfin, il y a des études qui ont montré qu'il fallait mieux pas travailler les sols quand il y avait des prévisions de gel annoncées par Météo France. Voilà. Donc et puis évidemment, il y a l'humidité du sol qui peut jouer aussi, et donc et la compactation du sol. Il y a quelques études là-dessus. La réponse à la question précédente m'a fait poser une autre question. Puisque tu peux établir, en fait, le projet permet d'établir un zonage de la distribution des températures. Il n'était pas spécifiquement ciblé sur le gel, mais sur les températures. J'imagine aussi les températures maximales. Donc ma question, c'est est-ce que tu as trouvé une persistance des motifs spatiaux, qu'on regarde les températures max ou les températures minimales, ou est-ce que ce qu'on apprend sur les températures maximales, ça ne permet pas de savoir comment optimiser la distribution des capteurs pour les températures minimales? Alors, on a évidemment travaillé sur la température maximale et la température minimale. La répartition n'est pas du tout la même. Alors, si on fait des moyennes sur la saison végétative, on a des températures maximales, par exemple, sur le secteur de Saint-Émilion, qui sont c'est plus chaud dans les plaines et plus froid en altitude, alors que c'est l'inverse pour les températures minimales. Mais après, si on réduit le pas de temps et qu'on regarde en fonction du type de temps qui fait la répartition, elle peut varier. Et donc, maintenant, on essaye de travailler un peu plus en détail et d'aller analyser ces types de temps et la répartition spatiale, les conséquences sur la répartition spatiale des températures minimales et des températures maximales, notamment dans le contexte du changement climatique, pour voir s'il y a des évolutions des types de temps, quelles seront les évolutions de la répartition spatiale des températures. Après, sur le réseau à échelle très fine, là, où on a vu qu'il y avait une inversion thermique, là, donc avec les températures minimales les plus froides proches du sol, là-dessus, ça fait 1 an que le dispositif est en place, donc en fait, on n'a pas encore analysé de façon approfondie les résultats, mais on a des variations effectivement entre le max et le min. Donc, qui ont des conséquences évidemment sur des sommes thermiques ou des indices agroclimatiques qui peuvent aider les viticulteurs dans leur choix stratégique. D'accord. Donc ça me semble intéressant parce que ça veut dire que la structure spatiale révélée sur la base des thémines ne va pas nécessairement être identique à la structure spatiale sur la base d'un autre indice climatique. Et on aurait pu penser que la stratification, une fois obtenue sur la base d'un indice, on pouvait l'étaler pour optimiser l'échantillonnage pour d'autres indices tant qu'ils sont climatiques. Mais en fait, non. C'est-à-dire que même la nature de l'indice définit le schéma d'échantillonnage. Et ça c'est compliqué. Voilà. Mais après, on retrouve quand même des grands patterns spatiaux constants et la température, quand même, notre répartition, si on prend des indices bioclimatiques, des indices de hauteur, du global, on retrouve les mêmes structures spatiales sur plusieurs millésimes. Mais par contre, il y a des variations assez grandes d'un jour sur l'autre en fonction des types de temps. Donc ça dépend des échelles spatiales et des échelles temporelles. D'accord. Donc ça va être compliqué pour définir des seuils aussi bien sur les extrêmes en minimum ou en maximum. Sur les extrêmes en minimum, par exemple, pour les gelées, je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'on
se retrouve quand même, en fonction des types de gels, hein, en fonction des gels, si c'est des gels radiatifs avec des écoulements d'air froid, on aura quand même, je pense, régulièrement l'influence de l'altitude, des pentes. Et donc, du coup, on va se retrouver avec les zones les plus sensibles sont toujours au même endroit. Ok. Voilà. Mais en fait, là, je vous ai présenté la nuit du 27, mais si on regardait les 3 autres nuits de gel, l'altitude était toujours, expliquait toujours cette répartition, mais les pentes pas toujours, ça dépendait. Puis le X et le Y n'étaient pas toujours aussi nets, donc ça dépend quand même du type de gel et des autres. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que dans l'intérêt du temps, on va s'arrêter pour maintenant. De toute façon, on va avoir un break dans 5 minutes. Juste avant le break, nous aimerions inviter Patrick Delmar, qui va rapidement nous présenter une solution innovante qu'il a développée, qui s'appelle VitiTunnel, et qui permet de lutter contre, par exemple, des aléas climatiques, mais aussi d'autres choses. Je lui laisse présenter. Je voulais vous remercier pour avoir partagé votre expérience.